Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers invités, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au Musée de l'Homme au cœur de Paris. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du Forum de Paris sur la paix pour une conversation de première importance, médiateur ou manipulateur, le double rôle des médias numériques dans la résolution des conflits. Je suis l'envoyé spécial de Qatar Debate, Ahmed Lenami, et j'ai le plaisir de modérer ce panel. Les médias numériques sont devenus à la fois un instrument de consolidation de la paix et un facteur de division. Ils offrent de nouveaux espaces de dialogue et de visibilité, mais amplifient également la désinformation, les discours de haine et la propagande. Aujourd'hui, nous allons explorer ce paradoxe et nous poser la question suivante. Comment préserver le rôle positif des plateformes numériques tout en luttant contre les mécanismes qui les déforment et les manipulent? Joining us in the panel are Thibault. Pour notre panel, nous avons avec nous Thibault Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, RSF, Liseron Boudoul, grand reporter chez TF1, Sausan Chebli, ancienne secrétaire d'État de l'État de Berlin pour les affaires civiques et internationales, Ahmed Lenami. C'est moi-même. Enfin, la question de la responsabilité et de la réglementation. Nous allons directement, sans plus attendre, nous lancer dans ce sujet. Dans vos domaines respectifs, comment avez-vous vu l'impact des plateformes numériques sur la construction de la paix? Nous allons commencer directement par l'Afghanistan. Je pense que c'est un bon exemple. Je vais vous expliquer. Quand je suis arrivée en août 2021 à Kaboul, 5 jours après la prise de pouvoir par les talibans et la prise de la capitale, de la ville, par les talibans. Je suis arrivée, c'était un grand bazar à l'aéroport et dans les rues de Kaboul. C'était vraiment une surprise pour tous. Les talibans ont pris le pouvoir tellement vite parce que l'armée n'a pas résisté. Les gens ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour partager les informations sur la situation, sur les dangers, sur la sécurité, sur ce qu'étaient les solutions pour s'échapper, pour fuir le pays, parce qu'ils ne voulaient pas rester sous le règne des talibans. Les talibans avaient une autre priorité. Ils voulaient sécuriser la capitale, ils voulaient contrôler la ville. J'ai remarqué à ce moment-là c'était très utile et essentiel pour les gens parce que ça leur permettait de communiquer et de trouver des façons de comprendre cet événement parce que c'était une surprise. Et j'étais là-bas en tant que reporter, donc pour faire un sujet. J'étais dans la rue, je faisais mon travail, j'obtenais des témoignages, j'essayais de comprendre la situation, le contexte avec les nouveaux talibans. Mais je me suis très vite rendu compte que les talibans étaient les mêmes que par le passé, 20 ans plus tôt. La seule différence, c'est qu'ils utilisaient également les réseaux sociaux. Ils les utilisaient pour communiquer sur eux-mêmes, pour dire qu'ils étaient devenus modérés, qu'ils étaient des talibans modérés, qu'ils recherchaient la paix, la sécurité. La réalité, c'était l'inverse. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans le public ciblé par les médias classiques et les médias numériques? Vous allez parler des talibans. Ils cherchaient à utiliser les réseaux sociaux pour améliorer leur image. Est-ce qu'il y a une différence avec les journalistes sur le terrain, les médias traditionnels, par rapport aux médias numériques?
Les talibans utilisaient, les talibans, tous ces régimes répressifs utilisent les réseaux pour leur propre propagande. Nous sommes là pour faire notre travail. Nous vérifions les informations, nous obtenons des témoignages, nous devons comprendre le contexte pour l'expliquer, ce qui permet de faire un reportage. Donc, à cette époque, les talibans étaient très malins, ils communiquaient dans plusieurs langues, et même aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement taliban utilise Twitter au quotidien dans différentes langues, en anglais, en pachtoun, bien sûr, c'est la langue, mais également en arabe. Qu'ils veulent montrer au monde qu'ils sont des gens très ouverts. Dans la réalité, c'est l'opposé. Les gens qui utilisent, je parle des Afghans ici, qui utilisent les réseaux sociaux sont sous contrôle parce que les talibans, petit à petit, ont mis les réseaux sociaux sous contrôle. Parce qu'ils considèrent encore aujourd'hui que les réseaux sociaux utilisés par le peuple afghan, c'est une résistance contre eux. Au début du mois, il y a 3 semaines, ils ont décidé de couper Internet. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Donc ça montre, quand on coupe Internet, ça montre le rôle des médias, des réseaux sociaux. Tout à fait. C'est quelque chose de vraiment essentiel. C'est une résistance. Donc ils cherchent à le contrôler au maximum. Et la situation d'aujourd'hui, c'est que les gens prennent de gros risques quand ils essaient de communiquer en utilisant les réseaux sociaux en Afghanistan. Je voudrais passer à Sausen et à parler de l'utilisation des réseaux sociaux par les Palestiniens pendant la crise de Gaza. Comment sont-ils intervenus dans nos frontières, si je puis dire? Merci beaucoup de m'avoir invité. Un peu de contexte quand on parle des réseaux sociaux, parce que les gens disent que les réseaux sociaux, c'est un univers parallèle, qu'on n'en a pas besoin. Et moi, je leur dis que seules les personnes privilégiées peuvent dire ça. Parce que pour certains, les réseaux sociaux peuvent être essentiels à l'existence. Je vais vous donner quelques chiffres. 4,5 milliards de gens utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire 2/3 de la population mondiale. Un utilisateur d'Internet classique utilise 18h46 minutes les réseaux sociaux chaque semaine. C'est l'équivalent de 7 à 8 heures finalement. C'est l'univers dans lequel nous vivons, c'est notre monde. Et les réseaux sociaux ont plus d'impact sur notre vie, sur ce que nous savons, sur ce que nous disons, que n'importe quel gouvernement. Concernant Gaza, Gaza, pour moi, aujourd'hui, est l'exemple le plus extrême de pouvoir des réseaux sociaux, à la fois positivement et négativement. Les réseaux sociaux, c'est ce qui dans la vie, fait que les gens font attention à ce qui se passe à Gaza. C'est également le moteur entre ce mouvement mondial qui s'est soulevé grâce aux réseaux sociaux. Le monde assiste à un génocide en temps réel. Ce n'est pas juste le journalisme. Les journalistes n'ont pas le droit d'entrer à Gaza. Ce sont juste des gens qui utilisent leur téléphone et qui documentent, qui nous montrent des crimes de guerre en temps réel, des bombardements d'hôpitaux, d'écoles. On a vu en temps réel comment des personnes sont brûlées vives. Donc cela a affecté
le discours politique et l'action par ce que nous voyons sur nos téléphones. Pour la première fois, le New York Times a demandé quel était le côté, l'empathie envers le peuple palestinien. Et pour la première fois, le peuple américain est plus proche du peuple palestinien. Les réseaux sociaux ont une force absolument incroyable et ont un rôle à jouer sur ce récit qui est transmis. Ça, c'est le côté positif. Jusqu'à il y a 2 ans, j'étais une femme politique en Allemagne et maintenant, je suis vraiment une militante sur les réseaux sociaux et je suis pro-palestinienne. Et je peux vous dire quel est l'effet des réseaux sociaux. Quand je publie sur Instagram sur Gaza, beaucoup de mes publications sont supprimées ou reléguées tout en bas. Il y a des centaines de cas où le contenu sur Gaza est supprimé, ou des comptes ont simplement été supprimés à cause de mentions de Gaza. Et quand on utilise des mots comme Gaza ou Palestine, votre contenu va être supprimé. Et on a constaté une interdiction du mot shahid. Chaque fois que ce mot est apparu, le contenu a été supprimé. Donc, Meta a supprimé comme ça des contenus pour la simple utilisation du mot shahid. Je voudrais mentionner également une organisation palestinienne qui a remarqué des suppressions également dès qu'on utilise le mot Palestine ou d'autres mots. Donc, il y a vraiment des mots interdits. Les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux, on ne saurait rien de ce qui se passe à Gaza, mais il y a aussi la responsabilité, la complicité de tous ceux qui suppriment les informations, les contenus ou tous les contenus pro-palestiniens. Oui, on voit la censure et le rôle des réseaux sociaux dans tout cela. Dans le cadre de la paix, comment faire en sorte que les réseaux sociaux amplifient plus une communication constructive focalisée sur la paix plutôt que des contenus liés au conflit? Je pense que ça dépend de quel conflit on parle. Clairement, il y a des guerres, plusieurs guerres en cours. Mais il faut se souvenir qu'il y a aussi une guerre numérique. Il y a une guerre de l'information. Au début du XXe siècle, du XIXe siècle, avant d'entrer en guerre, les armées se lancent des feux d'artillerie. Et bien maintenant, cette artillerie a été remplacée par une guerre de l'information pour préparer les gens. Et c'est ce qu'on a vu en Ukraine, mais aussi à Gaza. Je pense que c'est important de se rendre compte de la situation. Les réseaux sociaux, les entreprises de technologie donnent la possibilité à ce contenu, par exemple le contenu sponsorisé par les autorités russes, et cela a des implications sur la participation civique. Et ça crée en quelque sorte un espace dont on a besoin dans nos sociétés. Mais en parallèle, on voit qu'il y a une dégradation des faits. De manière collective, on arrivait à parler des événements.
plutôt que de nos opinions. On n'était pas forcément confrontés à des opinions contraires aux nôtres. Et donc je pense que cela renforce les conflits internes de nos sociétés. Et donc il faut changer notre manière d'aborder cela. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a un espace d'information qui n'est pas forcément mondial et qu'il faut le protéger. Il existe de facto comme un espace national et régional. Cet espace doit être accompagné de garanties, de frontières en quelque sorte. Intéressons-nous aux régimes autoritaires. Ils n'ont aucun problème à délimiter des frontières à ces espaces numériques. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, je pense d'ailleurs qu'il faut faire l'inverse. Ouvrir nos espaces sous condition, mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il s'agit de garantir que des gouvernements démocratiques fassent une communication positive, à l'inverse des belligérants de l'information. Une fois que les politiques se sont adaptées à ce nouveau paradigme et une fois que l'espace de l'information est protégé, il faut mettre en place des mesures concrètes pour notamment retirer des contenus négatifs, des contenus qui incitent à la haine, des contenus qui instrumentalisent la haine. Il faut aussi faire la promotion de contenus positifs. C'est souvent un piège dans lequel l'administration Trump tombe, par exemple. On parle de modération, on parle de réglementation, on parle de censure, mais ce n'est pas tout. Il faut également se concentrer sur le positif, la promotion de sources fiables. Il faut que les entreprises de la technologie soient redevables de certaines conditions. Je reviens tout juste du Sénégal. Eh bien, au Sénégal, le moteur de recherche de Google n'a pas d'onglet Actualité. Il faut qu'il y ait une modération et une rémunération de ces modérateurs adaptés. Des choses concrètes, des choses pratiques que les législateurs nationaux peuvent mettre en place pour garantir de ne pas propager les conflits en ligne et pour garantir notre capacité collective de paix et d'accord tout simplement sur des principes fondamentaux. On n'est pas toujours obligé de se mettre d'accord, mais il y a des faits qui sont des faits. Je pense qu'il y a une règle chez TF1 par exemple, chez les grands médias. Il faut travailler de concert avec les réseaux sociaux. Parfois on a besoin d'eux. À Gaza, comme vous l'avez bien dit, les journalistes, jusqu'à aujourd'hui et depuis le 7 octobre, on n'a pas le droit de pénétrer la bande de Gaza. On ne peut pas faire notre travail, on ne peut pas récolter de témoignages, c'est impossible. Et donc on a besoin de ces gens, de la population, des civils avec une appétence journalistique pour nous faire des vidéos, nous montrer, nous expliquer, pour que nous, à Paris, par exemple, nous ayons accès à ces éléments essentiels. En parallèle, il s'agit de vérifier, d'être vigilant, parce qu'on n'est pas exempt de tentatives de manipulation par vidéo, par exemple, puisque nous ne pouvons pas aller sur le terrain. TF1 a décidé de mettre en place un processus de vérification des faits. Et tous les jours, au journal télé, on a une section où un ou une journaliste vérifie quels faits sont vérifiés ou non. Et je pense que c'est essentiel. Les médias traditionnels devraient s'y mettre également. Oui, plus d'accessibilité. En tout cas, le journalisme, c'est plus facile. Oui, tout le monde peut être journaliste maintenant. Il suffit d'avoir un téléphone et d'envoyer vos vidéos et de dire que voilà, c'est la réalité à laquelle vous avez été confrontés. En Afghanistan, par exemple, un exemple parlant. Les talibans utilisent les influenceurs et les youtubeurs. Ils les invitent d'ailleurs dans leur pays puisqu'ils servent leurs intérêts. Donc il y a un influenceur, par exemple, qui était en Afghanistan le mois dernier. Il faisait des reportages aux côtés des
des talibans, mais il n'a jamais rencontré aucune femme. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, les talibans lui ont interdit. Il ne voulait pas que ce youtubeur rencontre des femmes. Ce n'est pas ce genre de journalisme que je soutiens, c'est de la propagande. Ces youtubeurs ne sont pas journalistes, ils ne respectent pas la déontologie. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose? Si les réseaux sociaux ont un pouvoir si fort, c'est à cause de l'échec des médias traditionnels. Les médias traditionnels sont biaisés, en tout cas lorsqu'on parle de Gaza. La tentative d'équilibrer les voix israéliennes et palestiniennes, notamment dans le cadre des médias allemands que je connais, minimise la confiance des jeunes dans les médias traditionnels. Elle est d'ailleurs presque à zéro. Et donc les jeunes se tournent vers les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est la vérité et du coup ne vérifient pas si c'est vrai ou pas. Ce qu'ils voient sur leur écran, c'est la vérité pour eux. Et ça, c'est un grand défi, une menace même. Et c'est la responsabilité des médias traditionnels de regagner cette confiance, mais je ne les vois pas être en bonne route. Oui, une espèce de constance dans les reportages, ça renforce la confiance. Et on voit bien que les réseaux sociaux, les plateformes numériques arrivent à dégoter certaines informations et à les rendre visibles, alors qu'elles auraient été invisibles autrement. Les médias traditionnels doivent garantir une information pour tous. C'est le rôle des journalistes, bien sûr. J'aimerais passer à une deuxième question. L'instrumentalisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont des avantages qui peuvent parfois être à double tranchant. Ce sont des outils utiles, mais qui peuvent être propices à la propagation de la division. Qu'en pensez-vous? Alors, je pourrais vous donner l'exemple de la Syrie. Il y a 6 mois, j'ai regardé une vidéo qui avait été publiée juste après les massacres du régime alaouite près de la mer Méditerranée en Syrie, la communauté alaouite, oui. Des vidéos absolument terrifiantes ont été diffusées avec des exécutions sommaires, des choses absolument horribles. Et je me demandais, il faut que j'y aille en fait, il faut que j'y aille parce que si c'est vrai, il faut que je fasse un reportage, je dois faire mon travail. Et donc je suis allée en Syrie, une semaine, peut-être 10 jours après, je suis arrivée. Et le nouveau gouvernement islamiste m'a empêché de me rendre dans telle ou telle zone pour des raisons de sécurité. Argument qui ne m'a pas convaincu. J'ai essayé d'y aller quand même, de parler aux gens, de récolter des témoignages, qu'ils me racontent les massacres des Alaouites, de comprendre le contexte avant Bachar al-Assad, les changements, etc., etc. À la fin, j'ai été arrêtée par les forces du gouvernement et ont supprimé tous mes rushs. J'ai essayé de garder certaines vidéos, de cacher certains enregistrements. Mais pour moi, les réseaux sociaux ont été un outil utile puisque moi je n'avais pas eu de preuves. Donc ça a été un mélange de reportages sur le terrain et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est une nouvelle méthode de travail pour nous en tant que reporters. Il s'agit de trouver l'équilibre entre ces deux médias. Oui, naviguer le paysage actuel en termes de médias numériques est compliqué. Quelles mesures le RSF devrait prendre pour garantir la liberté des presses tout en limitant les deepfakes, par exemple? Alors, je pense qu'il s'agit d'être vigilant. Il s'agit là d'une balle qui se renvoie entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas qu'il y a d'opposition nécessairement à faire. Ils peuvent travailler de concert, être
être utiles l'un pour l'autre. Mais pour cela, il faut des réglementations adaptées. Évitons également de lancer une guerre civile au sein des médias. Et moi, c'est une possibilité qui m'inquiète. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont pas parfaits. On peut leur jeter une partie de la faute. Et moi, je ne suis d'ailleurs pas journaliste, donc je n'ai pas de mal à en parler. Mais en parallèle, les avantages des médias traditionnels, des médias établis, avec des normes, des lignes directrices, eh bien, sont plus forts. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement clair sur le fait que oui, les médias traditionnels peuvent être biaisés, mais il faut éviter de se diviser, de se polariser au sein du paysage médiatique. Les médias d'actualité sont symboliques en fait des problèmes sociétaux. Donc on a besoin de garanties démocratiques, évidemment. Les réseaux sociaux peuvent être divers et variés en fonction du contenu politique. Prenez par exemple Meta. Meta a été pro-LGBT par le passé et maintenant Meta n'a pas peur de dire des arguments masculinistes, par exemple. Il y a des gens qui font de la propagande sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont extrêmement perméables à tout ce qui touche à la politique. Et donc je pense il nous faut un sursaut. Il faut que les décideurs politiques se réveillent. Nous parlons, nous hésitons, nous réfléchissons et les régimes autoritaires n'attendront pas. Ils n'attendront pas un instant. Les forces armées israéliennes, les forces armées russes ont des campagnes très efficaces qui visent à influencer nos communautés. Les deepfakes ne sont qu'un moyen de créer facilement ce genre de contenu. Donc je vais vous raconter une histoire rapidement avant de passer la parole. J'ai été moi-même victime d'une campagne de deepfake organisée par la Fédération russe. Ils ont publié une vidéo avec mon visage où on m'a fait dire des choses sur l'Ukraine que je n'avais jamais dites. J'ai contacté Twitter, évidemment, et ils m'ont dit comment est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes vous-même. Donc je leur ai envoyé des photos, une copie de mon passeport, j'ai établi mon identité. Et Twitter m'a répondu, et pourtant vous ressemblez à la personne dans la vidéo. Et c'était bien là le problème. Je peux vous prouver qui je suis, mais je ne peux pas vous prouver que je n'ai pas dit ça. Il s'agit de me faire confiance. Et pour l'instant, la vidéo est toujours disponible sur certaines plateformes. Twitter aurait pu agir vite et efficacement, ça aurait été une bonne chose si Twitter avait supprimé cette vidéo, mais malheureusement ils n'ont rien fait. Donc maintenant, nous sommes en action de justice puisque Twitter est complice de campagnes de désinformation en un sens. Donc ayons bien conscience du fait que les réseaux sociaux privatisent les réglementations, la censure. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se baser. Les régimes autoritaires utilisent les réseaux sociaux pour la propagande. Ils invisibilisent les discours qui ne leur conviennent pas. On peut tout y voir. Et je pense que c'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer. C'est essentiel pour l'avenir de nos démocraties. Sosan, vous avez également été victime d'une campagne de désinformation et de haine. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous parler du rôle de ces plateformes et comment elles alimentent ces conflits identitaires et les amplifient? Tout d'abord, ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, ce n'est jamais un accident.
c'est le dessin des plateformes numériques. C'est un modèle d'activité, c'est un business model. Leur objectif, c'est que les utilisateurs viennent le plus souvent possible. Et souvent, c'est la haine. C'est ces émotions fortes qui nous font rester. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas les belles choses qui nous font rester. Non, c'est la haine. Et donc, dans nos fils d'activité, on voit souvent des choses de haine plutôt que des choses qui nous calment, puisque, je le répète, la haine nous fait nous intéresser et l'intérêt des utilisateurs, c'est du profit pour ces entreprises. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça qu'elles opèrent. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas de faire défiler notre écran. C'est pour ça que nous sommes accros à ces réseaux sociaux. C'est ce qu'ils veulent. Des documents internes à Facebook ont révélé que les contenus clivants sont mieux relayés que d'autres, puisque la polarisation est plus rentable. J'ai écrit un livre il y a quelques années, bon, il est en allemand, sur le rôle des réseaux sociaux et leur amplification de la haine, notamment envers les minorités. Et j'y raconte mon histoire d'une femme arabe, palestinienne, d'une femme politique. Je parle des campagnes de haine que j'ai subies, des horreurs que j'ai vécues. Rien de tout cela n'était un accident. Ça a été voulu, planifié. Des réseaux ont été impliqués et les réseaux sociaux n'ont rien fait. J'ai été menacée de mort quasiment tous les jours. J'en ai parlé à Facebook, à Meta. Je leur ai demandé pourquoi ne supprimez-vous pas ces contenus haineux qui menacent ma vie. Aucune réaction. J'ai dû fermer mon compte Facebook. Je me suis contentée de Twitter puisque je n'avais aucune autre option. J'avais besoin d'une plateforme, j'avais besoin d'avoir voix au chapitre, que les autres puissent m'entendre. Je ne veux pas être effacée, supprimée. Donc, je suis restée sur Twitter et j'ai continué à être victime de campagnes de haine. Et cela montre que Facebook se contente de contenus en lien avec la haine, la violence. Certaines politiques devaient limiter ce genre de contenu. Mais on voit qu'il y a une augmentation des contenus attisant la haine. Et ces contenus ne sont pas supprimés, ils restent pour toujours sur la toile. Et en fin de compte, le problème, c'est que, bien sûr, ça reste en ligne. Ça continue à nous faire du mal, à avoir des conséquences sur nous, surtout si on est victime de ce genre de campagne, comme moi et bien d'autres. Et en fait, le problème de la haine en ligne, c'est qu'elle éclabousse notre réalité. Et c'est là le vrai problème. Lorsque les gens se suicident, se font attaquer dans la rue par des extrémistes de droite qui me disent que, en tant que femme musulmane, je ne devrais pas être en Allemagne, qu'il faut que je parte. Tout ça parce qu'ils lisaient des choses en ligne qui n'avaient aucun sens. Donc c'est un gros problème. Les réseaux sociaux amplifient les conflits identitaires. Et il n'y a aucune reddition de compte. On parlera sûrement de ce que la Commission européenne fait, c'est-à-dire plus de réglementation, mais les choses ne se feront pas en un jour. On comprend maintenant que les réseaux sociaux peuvent être instrumentalisés pour faire du mal. La société se pose donc la question de la reddition de compte. Comment garantir une reddition de compte dans ces espaces qui ne sont pas réglementés? Qui est responsable? Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que Liseron a dit. Elle a parlé de la vérification des faits.
Une vidéo peut avoir 10 titres. Alors comment savoir quel titre est le plus précis? Comment savoir en tant que journaliste que cette information qui remonte du terrain est fiable, notamment avec l'intelligence artificielle? C'est très dur, hein, pour être honnête, c'est très dur à faire. Il faut que nous vérifions plusieurs sources. Il faut appeler plusieurs personnes. Il faut chercher des témoignages parallèles. J'essaye de rentrer en contact avec des ONG à Gaza, par exemple, sur le terrain. Et moi, j'ai une expertise sur le terrain, donc ça me permet de déceler s'il y a quelque chose de bizarre dans la vidéo. Mais sans réseau stable et fort dans le pays, c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué de ne pas être influencé, de ne pas être manipulé. Je dois vous le dire clairement. Il s'agit de vérifier, vérifier, vérifier. C'est la règle d'or. Et c'est ce que nous faisons chez TF1. Comme je vous l'ai dit, nous avons une session au journal télé sur la vérification des faits. Les gens peuvent nous appeler, nous poser des questions. On essaye de faire en sorte qu'ils aient un esprit critique, qu'ils ne croient pas juste automatiquement ce qu'ils voient. Il faut être vigilant. Et c'est à nous, en partie, d'éduquer le public. Oui, on parle là de culture. Oui, on parle de culture, mais on parle aussi de politique, d'objectifs politiques. Moi, je ne suis pas juge, je suis journaliste. Mais je pense que nous avons besoin de plus de réglementation, mais de réglementation intelligente, puisque la liberté d'expression est essentielle. La liberté de la presse est essentielle. C'est une richesse, mais c'est aussi une faiblesse. Donc il s'agit de trouver l'équilibre. Et il faut trouver cet équilibre fragile. Alors moi, je ne suis pas militante, je ne suis pas musulmane, je suis journaliste et chrétienne, mais j'ai également été victime d'une campagne de haine extrêmement forte qui a eu lieu après un reportage que j'ai mené dans le Haut-Karabakh. Pendant 3 jours, je ne pouvais pas sortir de là où je logeais. Mon manager m'a dit de rester à la maison puisqu'il y avait un homme qui traînait autour du bâtiment de TF1 plutôt. Il avait un couteau, il voulait me tuer. Cette communauté n'avait pas apprécié mon reportage. Est-ce qu'on est donc victime des réseaux sociaux juste parce qu'on ne fait pas ce qu'elles veulent? Alors je pense que je suis le seul de ce panel à ne pas avoir été victime d'une campagne de haine. J'aimerais revenir sur le rôle de Reporters sans frontières. Thibault, pour vous, quelles sont les mesures prises par RSF pour protéger la liberté des médias? Alors, à l'heure actuelle, on a l'impression que tout le monde est un expert sur cette question. Quand on est un expert, plus le problème est compliqué, plus on a de choses à faire. Et on a besoin là de solutions expertes. Il faut se concentrer sur 2-3 éléments concrets, des solutions concrètes. Je regardais le thème « Nouvelle coalition pour la paix ». C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il faut travailler sur l'offre et la demande. Le public n'est pas forcément au courant de tout ça et les réseaux sociaux et leurs entreprises prétendent répondre aux besoins de la population. C'est complètement aberrant. C'est comme si on disait... enfin, en tout cas, ils vendent ce qu'ils veulent. Et donc, RSF a vu qu'il y a une forte demande de réglementation des réseaux sociaux. Du côté de l'offre, les législateurs sont encore tièdes à l'idée de s'engager concrètement. Et donc, il s'agit de créer une nouvelle coalition entre les médias qui se concentrent sur la déontologie, sur le dépassement des différences.
le public et les législateurs doivent participer à cette coalition. RSF a bien conscience du problème et bien conscience de l'ampleur du problème. C'est pourquoi, en 2019, nous avons lancé le Forum sur la démocratie. Le sommet se tient aujourd'hui d'ailleurs. C'est un forum, donc un espace où la société civile et ses dirigeants peuvent nous présenter des solutions en termes de reddition de comptes pour les plateformes. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de la suppression des contenus. Nous ne voulons pas non plus que Mark Zuckerberg devienne le scénariste de l'histoire du monde. Il s'agit donc de trouver une autre solution, une troisième solution, redéfinir un nouveau rôle, un gardien peut-être en quelque sorte. RSF et le forum s'intéressent à l'utilité publique. Les législateurs et les réseaux sociaux n'ont pas réussi à se saisir de la réalité des entreprises de haute technologie. L'espace numérique est un bien commun. Il s'agit de se le réapproprier. C'est comme l'eau, l'électricité. Ils sont gérés sur une base privée, mais ces entreprises privées ne peuvent pas agir dans l'impunité. Il faut des garanties démocratiques pour le public. Donc il y a des solutions, mais je n'ai pas non plus envie qu'on croie que tout est rose. Il y a énormément d'idées, de solutions, de choses qui peuvent être mises en place rapidement, mais d'autres qui prendront un peu plus de temps, peut-être d'autres idées qui n'aboutiront pas. En tout cas, il y a beaucoup de solutions. On parle souvent des problèmes, il faut parler des solutions. Alors moi, j'en propose une. Un peu comme le principe du pollueur-payeur. On part du principe que ces entreprises nous fournissent un service, mais elles polluent également l'espace médiatique. C'est donc à elles de payer. Et je pense que ce serait une bonne solution. Cela permettrait d'aider également les médias émergents, pas seulement les médias traditionnels. Nous avons des lignes directrices qui émanent de ce forum et qui mettent en avant certains systèmes. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer. On entend beaucoup d'anecdotes sur les menaces de mort, la désinformation, les campagnes de haine. Tout cela est très inquiétant, notamment pour ceux dont le travail est freiné à cause de ces événements. Saosan, pouvez-vous rapidement nous parler de votre expérience politique? D'après vous, quelle politique pratique ou initiative communautaire avez-vous réussi à protéger la voix des plus vulnérables? Alors moi, je vais vous parler de l'Union européenne. Je pense que ça a plus d'impact. En 2024, la Commission européenne a adopté le règlement sur les services numériques, le DSA. Le DSA, c'est un outil ambitieux et puissant. Il définit des règles pour Meta, pour X et ce genre de grandes plateformes. Elles doivent mener des évaluations de risques sur les biais algorithmiques, sur les discours haineux et sur bien d'autres choses. Et cette norme est très forte. La Commission européenne a fait cet effort pour la reddition de comptes, mais on voit déjà des abus. 6% du chiffre d'affaires mondial, c'est des abus. Et ils doivent payer. La Commission européenne a déjà essayé de garantir l'application de cette directive et a mis en place des actions contre X, par exemple. La Commission européenne est très sérieuse quant à l'application de cette réglementation. Et je pense que la Commission européenne est une institution normative forte qui a la capacité de réglementer les plateformes de réseaux sociaux.
Je pense que nous avons toujours un train de retard en termes d'application et de garantie, puisque certains États ne sont pas enclins ou n'ont pas les ressources pour cette réglementation. Et donc, pour finir, j'aimerais dire que nous avons de la force, pas seulement les entreprises technologiques. Non, les institutions européennes ont cette capacité à mettre en place des réglementations et des normes. Et donc, j'aimerais dire à ceux qui pensent que la réglementation, c'est de la censure, non. C'est le début d'une responsabilisation. Et c'est le début de toute solution positive. Je pense qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. On a eu beaucoup de points de vue différents, journalistes, politiques, concernant le rôle des plateformes numériques. C'est un outil divers et variés qui peut servir au renforcement de la paix, mais qui peut aussi être instrumentalisé. Nous avons parlé de reddition de comptes et de normes. Je pense qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un appel à l'action. Chaque partie prenante doit se saisir de l'ampleur du sujet et agir pour améliorer les espaces numériques. Merci beaucoup d'être venu nous écouter. J'espère que ce débat vous a intéressé. Merci, mesdames et messieurs.